3 hommes pénètrent dans une prison d'Ajaccio. Ils en sortent 6 heures plus tard, après avoir exécuté ou fait exécuter 2 personnalités du milieu corse. C'est une opération extrêmement audacieuse, la preuve, et pleine de risques. Pour oser entrer dans une prison comme ça et venger un militant, il faut avoir un certain courage. Hein. Bon, le FLNC a occupé sa place en disant « on va venger la disparition de Guy Orsoni ». Nous disons que cette opération, quels qu'en soient les exécutants, les services spéciaux... C'était difficile de laisser passer la mort d'un de nos militants. Oh. Oh. D'abord, ils ont réussi ce qu'ils étaient venus faire. Le 7 juin 1984, un commando du FLNC, 3 hommes déguisés en gendarmes, pénètrent dans la prison d'Ajaccio. Ils tuent 2 détenus. Opération inimaginable, épisode stupéfiant qui conclut une année marquée par des manifestations, des assassinats. Les nationalistes voulaient venger la mort de Guy Orsoni, militant nationaliste mystérieusement disparu 1 an auparavant. Oui, moi j'étais incarcéré donc pour attentat à l'explosif à l'époque. Cet ancien militant nationaliste était dans sa cellule lorsque le 7 juin 1984, un commando armé entre dans la prison d'Ajaccio. Alors ça, c'est un pressbook qui a été fait lors de ma détention, bien entendu, à l'aide d'articles de journaux, hein, différentes coupures de presse. Paul a tout conservé de ce jour-là dans son carnet géant. Là, vous avez toute l'affaire de la prison d'Ajaccio. Une affaire qui avait commencé 1 an auparavant. À Sartène, le couvent San Damiano se trouve à la croisée des chemins. Ce vendredi du mois de juin 1983, les frères Orsoni, piliers du FLNC, suivent un stage de formation pour jeunes agriculteurs. Alain est un des principaux dirigeants nationalistes. Guy vient de sortir de prison, il a été amnistié. Vers midi, le cours est terminé, Alain repart à Ajaccio, Guy prend la route vers Porto Vecchio. Guy Orsoni devait aller faire la fête à Porto Vecchio. Il n'avait pas de voiture. Il a donc demandé sa voiture à son oncle. Guy Orsoni a emprunté la voiture de son oncle, une Mercedes bleue. Il doit être de retour lundi à Ajaccio, mais après ce funeste vendredi, personne ne le reverra plus. Alain me prévient en disant on n'a plus de nouvelles de Guy, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Et donc tout le monde panique un peu. Il y a 200 ou 300 militants qui débarquent à Porto Vecchio et qui pendant 3-4 jours, les flics diraient « passe la région au peigne fin » en faisant tous les ravins pour voir s'il n'y avait pas une Mercedes bleue au fond du ravin. Et puis, on n'a rien trouvé. Il n'était pas arrivé à Porto Vecchio. On l'avait attendu là-bas pour faire la fête. Et puis, on ne le trouvait plus après. Alors, tout de suite, évidemment, grande émotion dans la famille, compte tenu de la famille Orsoni, de ses relations à l'époque avec le FLNC. Tout ça, tout le monde
était inquiet. Et tout naturellement, si vous voulez, ça ne s'est revenu jusqu'à nous. Malgré des rapports compliqués entre la police et les nationalistes, Alain Orsogne se rend au commissariat d'Ajaccio. C'est moi qui lui demande de venir. C'est moi qui lui demande de venir. Il n'est pas venu vraiment. Il demande de venir parce qu'on avait des choses qui nous préoccupaient. On se posait la question, on voulait savoir avec lui ce que lui-même pouvait savoir, évidemment, sur la disparition de son frère. Une démarche difficile, car en 1983, le contexte est tendu entre l'État et les nationalistes. Les attentats continuent. Élu en 1981, Mitterrand a tenu ses promesses sur la Corse. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, dote l'île de son premier statut particulier. Ce statut particulier, voté par le Parlement, est devenu une réalité. Vos élections ont eu lieu. La première assemblée de Corse est élue au suffrage universel. Mais pour le FLNC, ses pouvoirs sont insuffisants. La trêve est rompue. 80 attentats un peu partout dans l'île, aussi bien dans les grandes villes que dans les campagnes. Beaucoup de dégâts, mais fort heureusement pas de victimes. 800 attentats sont perpétrés durant la seule année 1982. Robert Broussard, le super-préfet de police, tombeur de Messrine, est nommé en Corse pour mettre de l'ordre. Guy Orsogne a disparu depuis 3 jours. Alain Orsogne explique au commissaire Mancini avoir remarqué avec son frère une visa rouge qui les suit depuis plusieurs jours. Mancini m'appelle et me dit, dis donc, rentre vite. Enfin, c'était prévu que je rentre à ce moment-là d'ailleurs, mais rentre vite, il y a un problème. Guy Orsoni est disparu. Il devait revenir sur Porto Vecchio, personne ne l'a vu. Hein, et en plus de ça, on parle de la visa rouge. Et nous, les inspecteurs du SRPJ d'Ajaccio avaient remarqué effectivement cette voiture. Il y a une équipe de voyous de haut niveau. Hein, c'était pas des enfants de cœur d'une part et n'avaient rien à voir avec le nationalisme. Donc ils étaient sous écoute téléphonique, ces gars-là, parce qu'ils commettaient des braquages. La police propose à Alain Orsogne de servir d'appât pour attirer les suspects. Et donc on est tombé d'accord avec lui pour essayer de tendre un piège à ceux qui auraient enlevé Guy Orsoni et qui se seraient aperçus qu'ils s'étaient trompés et qui en fait recherchaient Alain Orsogne. Et donc on a dit, j'avais dit, écoute Alain, il faudrait que tu vas prendre ton pick-up, nous on se mettra à l'arrière sous une bâche et tu vas te balader partout pour te faire voir, pour voir si c'est toi qui étais recherché. C'est-à-dire qu'il a roulé, non pas dans Ajaccio, il a roulé sur le Valink ou sur Rocapine, etc. Là où on soupçonnait Guy d'avoir été enlevé, en fait. Ça n'a rien donné. La police décide de passer à l'action. Sur des écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont entendu les personnes qu'ils surveillent parler d'un enlèvement. Une semaine exactement après la disparition de Guy Orsogne, la PJ, la police judiciaire, serait, semble-t-il, sur une piste sérieuse. En effet, le magistrat instructeur chargé de l'affaire a prolongé aujourd'hui la garde à vue de différentes personnes entendues depuis hier à titre de témoins. Ces gardes à vue pourraient, croit-on savoir de bonnes sources, déboucher demain matin sur une série d'inculpations. Les malfaiteurs, soupçonnés d'avoir enlevé Guy Orsogne, sont sous les verrous. Il s'agit de la bande du Valinco. À sa tête, Jean-Alphonse Di Giannoulongo, le parrain de Propriano. On lui attribue une quinzaine d'assassinats dans la région, surnommée le Triangle des Bermudes. Un de ses hommes de main, Salvatore Contigni, un sarde, surnommé l'Animal, chauffeur de la mafia, spécialisé dans les enlèvements. Et enfin, Paul Andréani, l'homme de confiance de Giannoulongo. Les policiers ont retrouvé sur lui la montre de Guy Orsogne. En garde à vue, Andréani se confie.
il explique sur procès-verbal que c'est l'oncle de Guy Orsogne qui était visé. Nous avons appris que M. Orsogne était sur une grosse affaire à Porto Vecchio et qu'il allait demander une grosse somme d'argent à l'un de nos amis Jean-Marc Lecce. Andréani, qui était un petit peu le bras droit d'un certain Jeannot Lelon. Jeannot Lelon parce qu'il était grand, c'était son surnom. Et il explique que Jeannot Lelon, qui était un petit peu le parrain du secteur, Jeannot Lelon l'avait chargé, selon lui, selon Andréani, l'avait chargé de se renseigner sur Roger Orsoni et ses neveux, qui avaient des grosses ambitions au niveau raquette. Et on parlait d'une somme de 100 millions. Bon. Et ça entre bien dans les cordes du Roger Orsoni. Et Andréani confirme que Alfonsi, Jeannot Lelon, surnommé Jeannot Lelon, il lui avait dit faut en finir avec ces gars-là. Ils ont décidé de nous demander de l'argent, de nous déclarer la guerre. On ne va pas se laisser faire. On les enlève. Il faut se débarrasser de la voiture et du conducteur de la voiture. Alors, il y a bien sûr Paul Andréani qui nous raconte l'histoire, qui nous raconte précisément cette histoire-là, comme quoi il y avait Roger Orsogne qui voulait faire chanter Jean-Marc Lecce et qui finalement, Jeannot Lelon lui avait demandé de surveiller Roger Orsogne et voir ce qu'il faisait, qui c'était que ces gens-là. Pour les enquêteurs, il s'agit d'une méprise. C'est l'oncle de Guy Orsogne qui était visé pour une sombre histoire de menaces entre voyous. Roger Orsogne a commis quelques faux pas dans son passé. On le voit ici venir se constituer partie civile, fusil à la main, pour clamer son innocence. L'enlèvement a été commandité par Jean-Marc Lecce, un gros bonnet du banditisme. Il doit sa renommée à ses talents de chimiste au sein de la French Connection. Jean-Marc Lecce a échappé aux arrestations, il est en fuite. Alain Orsogne est immédiatement tenu au courant. Cette histoire, on a vu ces histoires de Roger Orsogne qui s'était fait claquer le bec, pour Jean-Marc Lecce, tout ça. Et on parle de ça et je lui dis, écoute, va me chercher ton oncle. Il est dans mon bureau, je lui dis, va me chercher ton oncle et revenez tous les deux, il n'est jamais revenu. Et c'est à ce moment-là où il a compris, effectivement, qu'il y avait une embrouille avec son oncle et qu'il y avait peut-être moyen de tirer bénéfice. Je ne sais pas ce qui lui est passé dans la tête, mais il s'est dit qu'il y a peut-être une opportunité pour valoriser le FLN et faire penser à un assassinat d'État. Guy Orsogne, assassiné suite à une méprise qui visait son oncle, Roger Orsogne, pour une affaire de racket crapuleux. Les nationalistes ne veulent pas y croire. Cette affaire pourrait de nouveau ternir le mouvement, alors soupçonné de collusion avec le banditisme. Les nationalistes avaient pris un énorme coup dans la figure avec l'affaire Choc. Il faut se rappeler quand même que le commissaire Broussard avait diffusé la bande où on entend le coiffeur Choc supplier les gens qui vont l'assassiner de le laisser en paix, et que ça avait fait un choc énorme dans la population. 6 mois auparavant, l'affaire Choc a laissé des traces. Un coiffeur ajaccien a été abattu après avoir été racketté par un malfaiteur se réclamant du FLNC. C'est une époque qui semble très complexe. Il y a des voyous qui sont peut-être sincèrement indépendantistes, d'ailleurs on n'en sait rien du tout, mais qui sont vraiment dans des équipes du FLNC, et notamment le racket part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des voyous qui profitent entre guillemets, l'impôt révolutionnaire pour racketter. Et donc il y a une situation de très très grande confusion qui a très habilement exploité le commissaire Broussard, qui à l'époque, enfin plus près commissaire, il est préfet chargé de la sécurité, et qui met à mal toute la crédibilité du FLNC. Donc l'affaire Orsogne arrive juste à ce moment-là. Voyant les risques que l'affaire Orsogne y fait peser sur le mouvement, la thèse de l'assassinat politique est immédiatement brandie par les nationalistes.
moi je pense qu'ils auraient voulu enlever Alain Orson pour avoir plus de détails sur l'organigramme du FLNC. Est apparu un mouvement qui s'appelle France Résurrection. Un mouvement qui annonçait l'exécution d'un certain nombre de membres présumés du FLN. Et en tête de liste, il y avait mon nom. Son frère Alain a dit que c'était lui qui était visé, hein, et je le crois. Hein. Je pense que c'était lui qui était visé, qu'ils ont, comme, sans doute parce qu'ils se ressemblaient un peu, ou en tout cas ils ont mal prévu leur repérage, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est pas Guy. Je ne pense pas que ce soit Guy qui a été enlevé. Hein. Des truands engagés, dirigés, rétribués par l'État français ont enlevé, torturé et assassiné notre frère de combat, Guy Orson. Selon les nationalistes, c'est Alain Orson, alors leader du mouvement, qui était visé. Des officines troubles auraient voulu l'enlever en raison de clivages au plus haut niveau de l'État. D'un côté, la cellule élyséenne antiterroriste de François Mitterrand en faveur de la négociation avec les nationalistes corses. De l'autre, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État Joseph Franceschi en faveur de la répression. Il convient d'agir sans faiblesse pour que cesse l'inacceptable, que l'on ne cherche pas à insinuer que nous voulons faire de la répression comme nos prédécesseurs. Alain Orson avait commis l'erreur de se présenter à visage découvert en tant que représentant du front dans les contacts avec Baril, qui était censé transmettre un certain nombre de choses à la présidence en vue de son voyage. C'est vrai que le capitaine Baril a essayé de rencontrer des nationalistes et il a rencontré Alain. Il a demandé à Alain que la direction du front, ce qui est totalement différent, il n'y a pas eu de négociation avec Alain, que la direction du front explicite par une lettre adressée au président de la République ce que le FLNC voulait. Donc, Alain a fait l'intermédiaire avec la direction politico-militaire. La lettre a été écrite et on a su par la suite que, pour bien montrer que le président l'avait reçu, lors de son discours à Ajaccio, il prononcerait à une ou deux reprises le mot « peuple corse ». Je vous dis, respectons les réalités de la Corse. Comprenons ce qu'est l'âme de ce peuple, tel qu'il est, en profonde symbiose avec ce qui est, et il en est parti, l'âme du peuple français. Mitterrand est venu et a parlé de peuple corse, ce qui veut dire que la lettre avait bien été reçue par le président de la République. Bon, il n'y a pas eu de suite, malheureusement. La suite, c'est l'affaire de Guy Orson. Comme prévu, la CCN a maintenu son appel à manifester ce soir à Ajaccio. Des milliers de personnes défilent dans la rue au cri de « Statu Francesu, assassine ». Nous disons que cette opération, quels qu'en soient les exécutants, les services spéciaux ayant de tout temps recruté leurs hommes de main dans des milieux douteux, est l'aboutissement logique de cette campagne. Fusils, cagoules et treillis, le FLNC rend hommage à Guy Orson dans la pure tradition irlandaise. Toute cause, surtout clandestine, a besoin de martyrs. Bon, les Irlandais ont eu Bobby Sands, les Basques en ont eu pléthore, hein, des militants qui sont fait garrotter, etc. Et là, pour la Corse, Guy Orson était devenu le martyr de la cause nationale. Et pour moi, ça n'a pas marqué de... Bon, il y a eu toute la vengeance ensuite, puisque à peu près tous les protagonistes de l'affaire Orson, côté voyous, ont été descendus. Mais ça a plutôt été une héroïsation, au contraire, du FLNC. Je pense qu'il en a tiré des très très grands bénéfices. Deux thèses s'affrontent. Après le temps des slogans, vient celui des armes.
23h45 sur la plage de San Cyprien, ce 11 septembre 1983, près de Porto Vecchio. Sur la terrasse du restaurant La Pariade, quelques clients profitent de la douceur de la nuit. Le gérant de l'établissement, Félix Rosso, s'apprête à fermer. Soudain, un cri retentit. Rosso s'effondre. Il a été tué d'une balle dans le dos. Rosso, nous l'avons identifié comme étant quelqu'un qui renseignait effectivement tout ce qui, les gens qui avaient programmé l'assassinat de Guy Orsoni. Pierre-Jean Massimi est tombé dans un guet-apens. 2 tueurs l'ont attendu tout près de son domicile à l'heure habituelle de son retour du bureau. 2 jours plus tard, le sous-préfet de Haute-Corse est tué. Pierre-Jean Massimi, c'est quelqu'un, bon, on le dit, on donne un certain nombre de détails, c'était quelqu'un qui ici avait un rôle directement relié à toutes ces officines barbouzardes, etc. D'autant plus qu'à l'époque, il était chargé du cabinet de François Jacob, qui était quand même un des responsables de la CFR, etc. Et donc, Massimi, on pense, a dû jouer un rôle quelque part dans la liaison avec ceux qui, à Paris, tiraient les ficelles. Hein. L'assassinat de Pierre-Jean Massimi, commis il y a 8 jours, a été revendiqué ce matin par l'ex-FLNC. Dans son texte de revendication, l'ex-FLNC affirme que Massimi était un des principaux organisateurs de l'assassinat de Guy Orsoni et qu'il aurait remis 100 millions à des hommes de main sous l'ordre du secrétaire d'État, Joseph Franceschi. L'ex-FLNC revendique aussi le meurtre de Félix Rosso. Selon l'organisation clandestine, cet ami de Jean-Marc Leccia, le commanditaire du meurtre, travaillait pour les services secrets. C'est tout à fait faux. Hein. Ce sont 2, Rosso et Massimi, ce sont des faits qui sont en dehors de cette histoire et qui sont en dehors de l'histoire indépendantiste, si vous voulez. Hein, et c'est... Bon, il y a toujours des moments où il y a des faits qui se produisent qui n'ont rien à voir. Et après, bon, ils sont utilisés par ceux qui veulent les accaparer. C'est normal. Le commanditaire de l'assassinat de Guy Orsoni, Jean-Marc Leccia, est toujours en fuite. Les commissaires Mancini et Broussard sont sur ses traces. On a surveillé plus spécialement les femmes et les relations des fugitifs, de Jean-Marc Leccia aussi, pour essayer de retrouver la trace de ces 2 gars-là. Les enquêteurs surveillent les membres de la famille de Leccia. Son beau-frère se rend à l'ambassade des États-Unis à Paris. Il obtient un visa pour la fille du truand du Valinco. Une semaine avant Noël, la fillette s'envole pour New York. Les enquêteurs sont dans l'avion. Le FBI et le Narcotic Bureau sont alertés. La course-poursuite est lancée jusqu'à Miami. On est arrivé à New York et puis on a été à Miami, où là on était évidemment assisté par la police américaine. Et puis finalement, on a arrêté Jean-Marc Leccia dans une cabine téléphonique. Il était en train de téléphoner. Et à ce moment-là, il faut le ramener en France. Or, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de vol direct pour le ramener en France. Et on voulait absolument que ce soit lui qui demande à être rapatrié. Et là, son père, le père de Jean-Marc Leccia, qui est un vieux voyou aussi, que nous connaissions bien, qui veut d'un humour extraordinaire, l'humour des vieux voyous de l'époque, qui lui dit à Jean-Marc, « Jean-Marc, tu rentres parce que sinon on va tous au ballon. Hein. » Il l'a eu au téléphone. Et donc Jean-Marc a demandé
à être rapatrié en France. Et on l'a donc récupéré à Paris. Jean-Marc Letch, commanditaire présumé de l'enlèvement de Guy Orsogne, quitte les États-Unis. Il rejoint la prison d'Ajaccio. Va-t-il faire des révélations? Une inimaginable opération va alors se mettre en place. Au départ, on avait un autre scénario, c'est-à-dire rentrer dans la prison, enlever ces gens-là, les amener au maquis et faire une conférence de presse officielle et leur faire dénoncer ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. On a eu un renseignement comme quoi on aurait pu s'infiltrer dans la prison. Les surveillants, le matin, ils sortaient les ordures. Ils sortaient les poubelles de la maison d'arrêt, ils les déposaient à l'extérieur, sur le trottoir. Et pour cela, ils ouvraient le sas de sécurité et il y avait 2 autres portes. Ils les ouvraient, se rendaient à l'extérieur et posaient leurs poubelles et re-rentraient à l'intérieur. Ce qui veut dire que toutes les portes étaient ouvertes, ainsi que le sas de sécurité. Ce qui facilitait des gens s'ils voulaient rentrer. Donc ça, il fallait le savoir. Et donc, à partir de ce renseignement, on a échafaudé différents plans. Et puis, on a décidé, disons, d'organiser l'intrusion dans la prison. 6h15, ce 7 juin 1984, 2 hommes déguisés en gendarmes se présentent devant la prison d'Ajaccio. Ils accompagnent un faux détenu. Il s'agit de 3 militants nationalistes. Bernard Pantalacci, Pierre Albertini, Pantaléon Alessandri, militants du FLNC qui se sont portés volontaires. Écoutez, tout d'abord, j'étais un militant du Front. Donc, a priori, comme tout militant du Front, si j'avais été désigné pour cette opération, je me devais d'y aller. Le commando prend un gardien en otage qui vient de sortir les poubelles. Les 3 hommes se dirigent vers les cellules où sont incarcérés les membres de la bande du Valinco. Ils ouvrent les portes et abattent Salvatore Contini et Jean-Marc Letch dans leur sommeil. On entend des détonations et un petit moment après, il y a la porte de la cellule qui s'ouvre et on en sort avec Nathalie Luciani. On s'est dirigé vers la sortie et malheureusement, on s'est trouvé bloqué par les forces de l'ordre qui étaient déjà présentes en petit nombre, je dois le dire, devant la porte, mais ils y étaient quand même. Et on attendait qu'il y ait une diversion de l'extérieur. C'était vers 6 h du matin, je dormais. Et le téléphone sonne et on m'avise que la prison a été prise. Ça devait être 6h10 par là. Ma première réaction, ça a été de téléphoner à la prison. Je suis tombé sur un nationaliste qui s'est exprimé en Corse. Je lui ai dit, ce que vous faites est très grave, vous allez le payer. Et il m'a envoyé promener et puis il a raccroché. Heureusement, les policiers sont intervenus extrêmement rapidement. Et au moment où ils sont arrivés à la prison, ils sont pratiquement tombés nez à nez avec les gens du commando qui ressortaient de la prison. Nous, on était devant la prison et mon adjoint Bernard Trinck, lui, était venu sécuriser le directeur de la prison. Les voitures garées dans les rues sont fouillées. Un fourgon attire l'attention. Et alors, dans ce fourgon, à un moment donné, on a vu une ombre. On n'a pas fait attention à ce fourgon. Personne n'y a fait attention. Puis on a vu une ombre. Alors, avec la police, je me suis approché
Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. À ce moment-là, avec mon poing droit, j'ai brisé une vitre arrière. Et puis j'ai dit à celui qui était dedans, tu lèves les mains et tu sors. La police est rentrée, c'était réglé. Deux complices, Georges Moretti et Jean Vesperigne, attendaient en soutien. Ils étaient dans un fourgon devant la prison, devant la porte de la prison. Ils avaient dans le fourgon le fameux M79, lance-grenades, lance-roquettes, etc. Ils devaient intervenir avec. Et quand ils ont vu les deux premiers policiers arriver, descendre de voiture, ils se sont aperçus que ces deux policiers étaient des amis à eux. Donc ils n'ont pas tiré. La prison est cernée par des centaines de CRS. Des dizaines de militants accourent dans le quartier. Quand on a appris qu'il y avait cette opération, on s'est précipité. Moi, j'étais parmi les premiers, hein, mais beaucoup de militants ensuite sont venus. On s'est précipité devant la prison d'Ajaccio. Et jusqu'à peu près 11h du matin, on a attendu. Pendant 4 heures, Robert Broussard va négocier au téléphone avec les hommes dans la prison. À l'époque, Gaston Defferre était ministre de l'Intérieur. Quand Broussard a informé Defferre de ce qui se passait, qu'ils s'étaient rendus et qu'ils allaient sortir, et ainsi de suite, Defferre lui a dit « Ils sont rentrés dans la prison, ils n'en sortent plus ». Alors Broussard, il vient me voir, c'était à l'extérieur, vous savez, bon truc, et il me dit Defferre demande à ce qu'ils ne sortent pas de la prison. Et puis je lui ai expliqué que c'était pas possible, que les choses, il fallait... Bon, il était contrarié, mais il n'a pas insisté. Là, ils ont peur que s'ils se rendent, on va les flinguer. C'est logique, si vous voulez. Ils ont cette peur-là. Et donc, ils demandent qu'il y ait des magistrats, qu'il y ait des tas de gens qui soient là pour garantir le fait qu'on ne les tirera pas comme des lapins dès qu'ils mettront le nez dehors. Ouais, je me souviens très bien. Bertine qui sort avec les bras comme ça, là, avant qu'on le fasse monter dans le camion. Le commando est placé en garde à vue. Les policiers s'apprêtent à rentrer dans la prison. Je ne pense pas qu'ils aient conscience qu'il y ait eu des morts, même si quelque part ils ont entendu des coups de feu, si des détonations ont été perçues de l'extérieur. On ne sait pas, mais on se doute. On se dit, ils ne sont pas venus là pour faire du cinéma. Quand le commando se rend, les forces de l'ordre rentrent à l'intérieur de la détention pour reprendre la main. Là, il y a, je dirais, 80 ou 90% de la population pénale qui scandait FLN, FLN. Et voilà, ça a été un moment assez fort et assez impressionnant. Et c'est ensuite, quand on commence la perquise dans la prison, qu'on se rend compte de la mort des deux, Leccia et Contini. Ils ont réussi ce qu'ils étaient venus faire. Ils sont venus assassiner, et donc, bon, ils avaient réussi. Andréani échappe à la mort, là, quand même.
Mais je pense que comme Andréan avait été celui qui avait permis de découvrir un petit peu les auteurs et ce qui s'était passé, parce que Andréan, il n'était pas à l'enlèvement de Guy Orsoni. Il n'était pas dans l'assassinat de Guy Orsoni. C'était au préalable, c'est quand ils avaient fait les surveillances. Paul Andréan sera assassiné 6 mois plus tard. Si ces 3 individus ont pu pénétrer avec une certaine facilité dans la prison, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, les 2 gardiens qui gardaient la prison, ils ont commis une grave faute, mais une faute professionnelle. Car, si vous voulez, ils devaient sortir les poubelles, un par un. Et ils ont sorti, semble-t-il, tous les 2 ensemble. C'est tout. Emporté par les mots, je veux le croire, vous êtes exclamé ici, ou par l'émotion, il n'y a plus d'État. À l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Robert Badinter, doit répondre aux attaques des députés de droite. Vous exclamez il n'y a plus d'État à cette occasion, c'est quoi? C'est résumer l'autorité de l'État à l'enceinte de la maison d'arrêt d'Ajaccio. Les députés se déchirent. Les nationalistes rendent hommage à leur héros. Peut-être n'en avons pas eu l'État et nous en faisons donc État. Ces organisations rendent hommage au courage des militants, membres du commando du Front de libération nationale de la Corse, qui ont hier organisé une action héroïque pour venger l'assassinat politique du militant nationaliste Guido Orsoni. Je constate avec plaisir que ce commando a rendu justice à mon frère en exécutant 2 des principaux assassins de Guy Orsoni. C'est tout ce que je peux vous dire. À la fin de la conférence de presse, un journaliste de RCFM de tend le micro, il me dit « Léo Batteste, qu'est-ce que vous pensez de cette action ?» J'ai dit « Écoutez, pour oser entrer dans une prison comme ça et venger un militant, il faut avoir un certain courage, hein, un courage incontestable, etc., et de la détermination. Pour ça, j'ai été mis en prison. Et j'ai été arrêté en même temps qu'Alain Orson, qui lui-même a bien sûr rendu hommage aux militants du FLNC qui avaient vengé son frère. Hein. Et ça, on nous a mis en prison sur un délit d'opinion. Selon l'article 24 de la loi sur la presse, l'apologie d'un crime est le fait d'avoir commenté favorablement ou justifié un meurtre. Je suis venu pour ça, bien sûr. Pourquoi vous êtes là? Intimidation ridicule. Il n'avait même pas osé utiliser ce vieux texte exhumé depuis le régime de Vichy, pour des néo-nazis. À un moment donné, il y avait des néo-nazis qui montaient au créneau, ils avaient été inculpés, mais ils n'avaient pas, pour apologie de crime, mais ils n'avaient pas osé les mettre en prison. Nous, ils nous ont mis en prison. Dans un communiqué, l'ex-FLNC revendique l'attaque de la prison d'Ajaccio. Pour l'organisation clandestine, cette opération entre dans le cadre des représailles nécessaires après l'assassinat politique du militant Guy Orsoni. Si nous n'avions pas répondu de la façon dont nous l'avions fait, je crois que nous aurions eu à pleurer un certain nombre d'autres militants. C'est un fait évident. C'est pour ça que le Front s'est voulu impitoyable. C'est pour ça que peut-être que l'action de la prison était aussi une sonnette d'alarme pour tous les gens qui étaient plus ou moins inspirés ou qui auraient eu la tentation de jouer cette carte-là. À aucun moment, nous ne pourrions laisser toucher à nouveau un de nos militants. Le FLNC a occupé sa place en disant on va venger la disparition de Guy Orsoni. Le problème pour le FLNC à l'époque, je pense, c'était de montrer très clairement que quiconque s'attaquait à un militant du FLNC n'en réchapperait pas.
Pierre Albertini, Pantaleon Alessandri, Bernard Pantalacci sont inculpés d'assassinat et de complicité d'assassinat. Georges Moretti et Jean Vesperini, postés dehors, sont poursuivis pour complicité d'assassinat. Ils ont été présentés au juge d'instruction, Mme Clintel, qui les a inculpés. De suite, on a procédé à la formalité d'écrou sans aller à la prison, dans mon cabinet. Mais nous, la police, avait fait un semblant de départ du côté sortie prison, donc tous les gens attendaient à la sortie de la prison. Ils sont partis du côté de la gendarmerie. Ça s'est passé et quand l'avion a décollé, ils ont à peine réalisé qu'il n'était plus là. Par une porte dérobée, les inculpés passent du palais de justice à la gendarmerie attenante. Ils partent en véhicule cellulaire sous forte escorte vers Campo del Oro. Les membres du commando sont incarcérés au Baumet à Marseille, puis dans la région de Lyon, où le procès aura lieu. Dépaysé, je pense, essentiellement pour des raisons de risque d'atteinte à l'ordre public, notamment lors d'un procès qui se serait tenu à Ajaccio, avec d'évidents risques d'évasion peut-être. C'est ce que redoutait, je pense, la chancellerie à l'époque, qui a pris l'initiative de dépayser cette affaire à Lyon. Quelques jours avant le procès, Lyon est visé par une vague d'attentats. Lyon a connu une nuit plutôt bruyante, je parle de la nuit dernière. 7 attentats à l'explosif ont été perpétrés dans cette ville. Le 15 juillet 1985, le procès de l'attaque de la prison d'Ajaccio s'ouvre devant la cour d'assises de Lyon, sous haute surveillance. Autour du palais de justice de la ville, il se passait bien des choses puisqu'un déploiement de force assez extraordinaire avait été organisé à l'occasion de ce procès. Il faut le préciser, il s'agissait d'une cour d'assises normalement composée. Ce n'est pas une cour d'assises spéciale comme on aurait eu aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était des jurés. Les lois antiterroristes de M. Pasqua n'avaient pas encore été votées. Et on avait donc bénéficié d'une cour d'assises composée de jurés lyonnais. D'emblée, si mes souvenirs sont exacts, Pierre Albertini a lu en début de procès une déclaration commune, mais ils n'ont pas voulu dire c'est moi qui ai tiré sur telle personne et un autre c'est moi qui ai tiré sur tel autre. Non, ils ont assumé collectivement le fait d'avoir pénétré les armes à la main dans la prison d'Ajaccio pour venger leur ami qui avait été assassiné par deux des personnes qu'ils étaient venus abattre eux-mêmes dans la prison. La défense, menée par Antoine Solacaro et Frédéric Campagne, polarise les débats autour de la disparition de Guy Orsogne. On a changé de procès. Un des témoignages aussi les plus marquants de ce procès a été celui d'un monsieur qui avait été victime de Salvatore Conti et qui était venu expliquer quelles étaient les méthodes de la mafia sarde d'enlèvement et de disparition qui étaient pratiquées en Sardaigne. Et c'est un témoignage sur le vif, puisque ce monsieur avait vécu un enlèvement précisément, et il était venu porter témoignage de pratiques horribles. Donc c'est quelque chose qui, je pense, a frappé assez fort l'imagination des jurés, parce que dans ce procès aussi, l'impossibilité du deuil
liée à la disparition du corps était un des éléments sur lesquels nous avons beaucoup insisté. Au terme de 2 heures de réquisitoire, l'avocat général demande la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Pierre Albertini, Pantaléon Alessandri et Bernard Pantalacci. Ça a surpris la défense, bien sûr, parce que ça voulait dire qu'il ne leur reconnaissait aucune circonstance atténuante. Et nous, d'emblée, on s'est dit, mais comment ce procureur peut-il réclamer la réclusion criminelle à perpétuité alors qu'un an plus tard ou 2 ans plus tard, il allait requérir dans l'affaire Klaus Barbie. Donc on lui a demandé, mais quelle peine vous allez requérir? Si vous ne reconnaissez pas de circonstances atténuantes à des gens qui ont commis des actes, certes des crimes, mais pour venger dans un contexte particulier, pour venger un ami qui lui-même avait été assassiné, on ne voit pas ce que vous allez réclamer pour Klaus Barbie, puisque là vous êtes au maximum de l'échelle des peines qui est prévue par le code pénal. Voilà. Mais on verra par la suite qu'il ne sera pas suivi par la cour d'assises. Tous les avocats de la défense demandent l'acquittement. « 8 ans de prison pour Pantalacci, Alessandri et Albertini, accusés d'assassinat sur les personnes de Leccia et de Contini. 3 ans et demi pour Vesperini et pour Moretti, poursuivis pour complicité. Et enfin, acquittement pour Luciani et Secaldi, accusés de tentative d'évasion. Incontestablement, ce verdict de la cour d'assises de Lyon est clément. Que les gens, au fond, avaient compris pourquoi ce commando avait pris ces risques au péril de leur vie. Ils étaient entrés dans la prison d'Ajaccio, ils auraient très bien pu être abattus eux-mêmes par les forces de l'ordre au cours d'une intervention, etc. Donc ils avaient vraiment pris ce risque pour le souvenir de leur ami et vraiment pour le venger. Je pense que de manière générale, la justice populaire est passée. Voilà. La justice populaire est passée. Ça a fait la une mondiale. Hein. Moi, j'étais au Pays Basque quelques temps après. Bon, ce qui les intéressait, c'était le commando du FLN. On était arrivé au niveau de TA et de l'IRA, dans leur esprit à eux, puisqu'on était capable de rentrer dans une prison et de tuer des assassins de militants, etc. Et puis, au niveau politique, ça a donné, disons, toute sa dimension au mouvement de libération nationale. Et bon, et ensuite, il y a eu l'élection en 84 pour la première fois d'une liste de 3 élus nationalistes, etc., qui assumaient publiquement la solidarité totale avec les clandestins. Et donc, ça nous a permis ensuite de continuer sur ce chemin. En août 1989, lorsque les membres du commando sortent de prison, les idées nationalistes ont fait leur chemin. Mais le mouvement est en proie à de graves luttes internes. L'histoire va se décliner de la plus mauvaise des manières, jusqu'à des affrontements sanglants entre militants. C'est une véritable fusillade qui s'est déroulée hier à Bastia. À 20h, Pierre Albertini, accompagné de quelques amis, traversait le boulevard Paoli lorsqu'il a été pris dans un tir croisé. Touché à la tête et au cou, il est décédé quelques minutes plus tard, malgré les soins intensifs prodigués par le SAMU. L'assassinat comme méthode d'action a ensuite été employé de manière beaucoup plus fréquente. Il a été aussi, des fois, sans revendication. C'était technique pour régler des problèmes locaux, etc. Donc c'est là où, je dirais, on s'est retrouvé dans une culture de l'assassinat qui ne pouvait qu'être de plus en plus tragique.
En juin 1984, l'attaque de la prison d'Ajaccio est perçue comme héroïque. Mais 40 ans plus tard, aucun des membres du commando n'a souhaité s'exprimer. Pierre Albertini a été tué lors de la guerre fratricide entre nationalistes. Pantaléon Alessandri, Bernard Pantalacci n'ont pas voulu revenir sur le sujet. Pourquoi ce silence? S'agit-il d'une volonté de ne pas renier le passé ou d'une difficulté, d'un malaise à ne pas vouloir briser un mythe? Certains chapitres ont du mal à se refermer.